Je vais directement aller à ma gauche, puisqu'il est déjà là. Bonjour, Cédric Moudiantou. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et surtout heureux de vous retrouver, je ne sais pas après combien d'années. Bon, je ne veux pas quand même dire est-ce que ma faute ou la vôtre. Je ne sais pas, je n'ai pas de faute moi. Bon, je pense que c'est partagé sur ce point. Place à la thématique du jour. Union sacrée de la nation. Plateforme du président de la République. Épaule sûre sur laquelle devait se reposer le président de la République. Aujourd'hui qui présente un tableau aussi sombre de son histoire. Un peu bizarre. Qui ne cesse d'interroger et qui appelle à des réflexions, non en interne concernant les classes politiques, mais aussi dans le chef de la population. Comment vous arrivez à mieux définir ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation? Madame, c'est un secret de polichinelle. D'abord, il faudrait ici souligner que l'Union sacrée n'est pas l'effet des individus. Je l'ai défini plusieurs fois comme la réconciliation du Congolais avec lui-même. L'Union sacrée, c'était ces cris des réveils patriotiques après des années de prise en otage, notamment de la classe politique, où nous avions des députés qui s'alignaient comme des moutons, s'inclinant devant une autorité morale, alors que ceux-ci sont porteurs d'un mandat et constitutionnellement attachés aux valeurs pour lesquelles ils sont élus, encore que cette constitution prohibe les mandats impératifs. Nous avons vu que l'Union sacrée était cette organisation qui a prôné la valorisation du député national comme un élu. Conséquence évidemment de la constitution qui voudrait que le président de la République soit porté par une majorité. N'oubliez pas, la majorité qui porte le président de la République, c'est d'abord le peuple congolais, après les élections. Ici, c'est déjà pour moi une manière de vous répondre que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union sacrée devrait être une manière de considérer qu'il y a des gens ou encore des hommes politiques qui, après des décennies d'avoir pris en otage le Congo, se trouvent être à travers ce mouvement en train de prendre leur retraite. Parce que, au regard de votre question, qui en est perdant, qui en est gagnant? Il n'y a aucun gagnant, tous sont perdants, puisque l'Union sacrée n'est pas un fait des individus, c'est une organisation portant le président de la République dont la racine c'est le peuple. Elle est d'abord composite, c'est vrai, au regard du fait que les intérêts des politiciens qui ont gravité évidemment cette organisation ont milité à sa mise en place. Mais n'oubliez pas, j'ai dit, le président de la République n'a pas été élu par les caciques de l'Union sacrée, par les organes membres de l'Union sacrée, mais par le peuple. Elle a été mise en place pour répondre à une exigence constitutionnelle, mais puisque c'est le peuple qui en est le moteur, tous ces acteurs à la base aujourd'hui de ce qui se passe, que vous décriez, sont tous perdants puisque le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Quelle place accordez-vous à ce peuple alors que en interne, la plateforme qui devait travailler pour soutenir les mandats du chef de l'État, déjà, donne du temps pour le non-intérêt de la population sur des questions qui consistent, excusez-moi, en tout cas, des intérêts purs, égoïstes. Qu'est-ce qui est venu avant? C'est la question qu'il fallait plutôt se poser. Je veux vous rappeler une chose. Lorsque nous fûmes à l'opposition, à l'époque, c'était Kabila au pouvoir. Ils ont mis en place par des mécanismes nébuleux une organisation politique qu'ils ont appelée FCC. Et le FCC comptait autant d'organisations politiques en interne qui faisaient croire à une mise en place d'une machine politique. Mais après, nous avons compris que ce n'est pas le nombre d'organisations politiques qui compte, c'est plutôt le peuple congolais. J'ai dit qu'est-ce qui venait avant? C'est le mandat du président public ou bien l'Union sacrée. Le président n'a pas été élu lors de la mise en place de l'Union sacrée. Déjà qu'il est présent depuis 2018, il n'y avait pas d'Union sacrée. Ça veut dire que l'Union sacrée est venue plutôt suivre la volonté du peuple. Donc il n'y a pas à s'inquiéter ici sur l'avenir du président public par rapport à l'Union sacrée, puisque l'avenir du président public est scellé par la volonté populaire. Donc si l'Union sacrée ne veut pas comprendre que c'est le peuple qui est porteur du président public, c'est l'Union sacrée qui est perdante. Comme pour dire, l'Union sacrée tend à sa disparition. Je vais prôner plutôt la reprise rapide des acteurs de l'Union sacrée à la conscience. J'en appelle bien entendu à la conscience puisqu'ils sont perdants, ces acteurs, parce que l'Union sacrée ne va pas passer avant la volonté populaire. Le peuple qui a porté le chef de l'État depuis 2018 et c'est lui qui continue à le porter et le portera toujours. Alors si la prise de conscience s'est faite en retard,
quelles en seront les conséquences? C'est là que le peuple gagnera. C'est la volonté du peuple qui va triompher. Comment? Le peuple ne décide pas au sein de la plateforme. Mais le peuple n'avait pas décidé en 2018 avec l'Union sacrée non plus. Nous allons décortiquer ces mystères. Nous parlons anglo, ça c'est sûr. Mais restons sur la base. Parlons de la question Mbata Kabuya. Il faut le dire, c'est aujourd'hui sur toutes les lèvres, puisque c'est quand même une huile sur le feu. La question aujourd'hui, comment vous appréhendez la démarche du secrétaire permanent de l'Union sacrée et du secrétaire général de l'UDPS, parti membre bien sûr de l'Union sacrée? Je n'ai jamais apprécié personnellement la démarche du président de la République dans le cadre de la mise en place de l'Union sacrée. J'ai toujours été clair sur cette question. Peut-être que le chef a été trop démocrate, qu'il ne fallait peut-être pas. Là, je pourrais, moi, soutenir cette fois-là la logique kabiliste. Expliquez-vous. Oui, je vais m'expliquer. Vous savez, la politique sous-tend la conviction, la vision également. Et depuis que nous sommes dans ce pays, depuis les années de l'opposition, vous savez que l'âme de la mobilisation a toujours été l'UDPS. Ça n'appelle à aucun débat, c'est factuel. C'est l'UDPS. Tout ce parti mallette gravite autour d'un leadership qu'on appelle UDPS. Et c'est l'UDPS qui est le parti central porteur du premier public, puisque l'UDPS a mobilisé le peuple depuis la Deuxième République. Le peuple ayant fait confiance à Étienne Tshisekedi, cette confiance a été rapportée à son fils au regard des idéaux prônés par l'UDPS. Qu'est-ce qui était difficile au regard du fait que les mobilisateurs c'était l'UDPS, de donner clairement et carrément la responsabilité de la gestion de l'Union sacrée à l'UDPS. Je ne vois pas Kabuya, secrétaire général de l'Union sacrée, actuel secrétaire général de l'UDPS, être président ou même encore dirigeant principal de l'Union sacrée et qu'on plonge dans ce genre de crise. Est-ce qu'il y avait nécessité de mettre en place problème? Vous voulez dire clairement que c'est la personne de Mbata qui fauche tout. C'est Mbata qui devient comme, en tout cas, un Jonas à bord du bateau. Permets-moi de ne pas faire une émission autour des individus, mais ici j'assume que la présidence de l'Union sacrée aurait été entre les mains du secrétaire général Augustin Kabuya. On n'aurait pas tout ce théâtre. Le fait de mettre autour de ce présidium de gens qui ne partagent pas parmi eux, il y a trop d'hypocrites. Essayez de voir un peu le parcours, vous verrez qu'ils sont aujourd'hui en train de tenter de rivaliser avec celui qui a été cohérent dans son parcours politique, Augustin Kabuya. Nous connaissons sa cohérence. Il est resté droit dans ses bottes. Mais aujourd'hui, s'il y a certains discours qui ne marchent pas, c'est parce que ceux qui tentent de rivaliser avec lui ont eu plusieurs discours dans l'entretemps. Est-ce qu'ils ont seulement qualité aujourd'hui de se prévaloir comme pouvant diriger l'Union sacrée? C'est au nom d'une démocratie comprise par le chef d'État lui-même que nous avons aujourd'hui autant d'individus qui se font appeler membres du présidium. Mais l'Union sacrée devrait plutôt avoir un président qui, à mon sens, devrait être issu de l'UDPS. Augustin Kabuya étant secrétaire général de l'UDPS et président AI, je n'ai pas vu, moi, ce qui pouvait déranger qu'ils deviennent carrément les dirigeants de l'Union sacrée. On n'aurait pas vu tout ceci. Mais vous oubliez que André Mbata aussi fait partie du parti. Est-ce que c'est en tout cas un corps étranger au sein de l'UDPS ou c'est quand même une manche qui ne tient pas sur place? En Israël, pour identifier quelqu'un, on posait la question de qui êtes-vous fils? De qui est-il fils? Posez aussi la question à Mbata de qui est-il fils? Je connais Augustin Kabuya. Nous faisons appel à des origines politiques. J'ai dit, je connais Augustin Kabuya UDPS et il n'a pas eu d'autres écoles. Peut-être qu'il se pose aussi un problème de ce mélange-là. Doit-on désormais maintenant se fier à toutes les adhésions au sein du parti, ce que vous voulez bien nous enseigner? Je n'ai pas compris. Est-ce que doit-on nous fier ou soit doit-on nous détourner de toutes les adhésions puisque le parti veut bien la bonne marche avec de personnes qui doivent s'adhérer? Et Simbat était une figure qui a répondu quand même aux critères, je pense bien, de l'adhésion au sein du parti. Il a fait bon parcours bien avant d'arriver à ce poste. Pourquoi aujourd'hui la personne deviendrait-il un problème aussi sérieux qui aurait quand même freiné la bonne marche? L'adhésion est aussi comprise comme une conversion. Au temps de la Bible, celui qui était considéré comme les persécuteurs de l'Église était devenu apôtre foule, on l'appelle Paul. Il faut d'abord commencer par questionner l'adhésion est-elle sincère? La conversion est-elle sincère? On va questionner le behaviorisme politique, ce qui milite au comportement de l'acteur. Est-ce que ce qui pose aujourd'hui comme acte par l'acteur qui s'est dit être converti ou même encore qui s'est dit avoir adhéré?
mimique effectivement les ambitions du parti dans lesquelles il a adhéré. C'est ça le problème. Et lorsque nous sentons que, parce qu'en adhérant dans un parti, on signe un document qu'on appelle fiche d'adhésion dans laquelle il est dit, vous allez vous conformer à tout ce qui est comme ordre, comme caractère organique de ce parti. Mais lorsque nous sentons que c'est le contraire, il y a des contradictions qui fait par exemple appel à l'ancien comportement au regard de ce que vous avez appris hier, nous devons évidemment voir clair si effectivement vous avez adhéré avec votre cœur ou bien vous y êtes pour des intérêts. Voilà pourquoi j'ai dit en Israël, on posait la question de qui êtes-vous fils? On reconnaissait l'identité parce que même le maître de maître Jésus disait pour être digne de lui, c'est lui qui est digne de lui, comme on a reconnu Pierre, il était digne de lui par rapport à son comportement. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans l'UDPS, tout celui qui est UDPS doit se référer au comportement du grand maître Étienne Tshisekedi, la cohérence dans son parcours. Augustin Kabouya est dans le respect de principes édictés par le fait Dr Étienne Tshisekedi. Alors, Mais lorsque nous voyons la manière dont les choses se font aujourd'hui, au sein d'un même parti, il y a un candidat soutenu par celui-ci et celui-là rappelle à l'autre, et c'est lui qui croit être du bon côté de l'histoire. On ne peut pas aujourd'hui dire soutenir le chef de l'État en faisant valoir ce genre de choses au sein du regroupement qui est censé soutenir le chef de l'État. Voilà pourquoi j'ai dit l'erreur monumentale date de la mise en place de l'Union sacrée. Ça aurait été un membre de l'UDPS. Puisque nous savons que l'âme de l'Union sacrée c'est l'UDPS, on ne serait pas dans ceci. Et puisque Augustin Kabouya a le mandat spécial, faisant de lui président AI et évidemment secrétaire général de l'UDPS, il aurait pu bien sûr combiner les tout, dirigeant UDPS, bien entendu aussi Union sacrée, puisque l'Union sacrée est juste en train d'être charriée par la vision de l'UDPS. Bon, tout membre de l'UDPS doit se référer au fait Étienne Tshisekedi. Moi, je vais changer des brèches. Je vais vous poser la question sur votre parti, particulièrement sur M. Boudimbo. Récemment, il a eu des meetings où il a parlé du terme « tout droitine à trois ». Très bien. Personnellement, je n'ai pas très bien compris ces termes-là. Alors vous êtes de son parti. Je pense que vous êtes les mieux placés pour nous expliquer ces termes-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très bien. Tout droitine à trois, je le rappelle ici. Encore une fois, c'est porté par nous, autre vision du Congo. Et nous sommes un pays qui se veut démocratique. Dans la démocratie, tout le monde d'abord a l'avantage, a la garantie d'exprimer librement ses idées. Didier Boudimbo n'est pas n'importe qui dans ce pays, c'est quelqu'un qui a pris du volume dans la classe politique, c'est quelqu'un qui traîne aujourd'hui autant de Congolais, un leader incontestable. Alors par rapport à ça, il a des idées à lui qu'il peut prôner. Au regard évidemment de la démarche enclenchée par le président implique notamment dans la reconstruction du pays, Boudimbo a cru, et bien sûr appuyé par son parti, qu'il n'y avait pas nécessité, bien entendu, d'envisager tout de suite un changement ou une cassure. Il y a nécessité de laisser au président implique la possibilité de continuer jusqu'à achever par exemple ce qu'il a commencé. Mais pourquoi il a parlé de trois? Écoutez, je sais que Boudimbo c'est un très grand juriste. Aujourd'hui, il a beaucoup plus acquis d'expérience en tant que membre du gouvernement. Il est censé savoir qu'en cas de réforme constitutionnelle qui irait dans le sens du changement de la Constitution, ça sera une autre république. On ne parlera pas d'un troisième mandat, on parlera d'un nouveau mandat. Mais il est plutôt dans une logique arithmétique, parce que même Kabila aujourd'hui, s'il rentre postulé, ça sera pour la troisième fois. Ça ne sera pas un troisième mandat. Ça sera pour la troisième fois. Vous cherchez des excuses pour vouloir embellir. Je n'embellis pas, j'explique. Mon explication est toute cohérente aussi. Lorsqu'il parle de tout droitine à trois, il est dans le cadre du comptage. Parce qu'il aura exercé le premier, le deuxième, et celui-là sera un troisième mandat. Ça sera la troisième fois pour lui. Si je comprends bien, l'objectif derrière les changements de la Constitution, c'est de donner au chef de l'État la possibilité d'être encore président après les changements. Il y en a qui assument et qui n'assument pas. On ne refusera pas au premier public aujourd'hui s'il y a un changement de la Constitution. Dis-moi, ce qui empêche aujourd'hui au chef de l'État de postuler, c'est le fait de la limitation par la Constitution. Il ne s'agit pas de l'intérêt du premier public, puisque aujourd'hui, si on change la Constitution, ce qui empêchera à Kabila d'être candidat, c'est seulement le fait qu'il est condamné à mort. Sinon, lui aussi peut être candidat, tout le monde peut l'être. Pourquoi Kabila pourrait l'être et non Félix Tshisekedi? Le plus important aussi que le changement de la Constitution sera une réponse aux problèmes organiques de notre classe politique. Je ne vois pas un problème, mais pour autant que cela donnera à Tshisekedi la possibilité de postuler, de se représenter, autant ça donnera à Joseph Kabila, il n'y a aucun problème et ce n'est pas taillé sur mesure. Mais l'objectif principal de ces changements de la Constitution, c'est l'intérêt des membres de l'Union sacrée et du président de la République. Non, ça c'est toi qui le dis. C'est une question que je pose. Je n'affirme rien. Non, ça c'est une affirmation. Parce que ce n'était pas une question puisque j'ai senti que la forme n'était pas interrogative. Mais je vais répondre quand même. L'intérêt pour le président en tant que père de la nation, comme le laboureur et ses enfants, c'est de projeter l'avenir comme nous dit l'hymne national, serment de liberté que nous léguons à notre postérité.
Il ne veut pas léguer à notre postérité les problèmes que lui a rencontrés dans le cadre de cette constitution en bon père. Il ne répond pas qu'aux problèmes d'aujourd'hui, mais il envisage demain. Demain, quand je ne serai pas là, faudrait que nos enfants viennent pisser sur nos tombes par le fait d'avoir été irresponsables, leur avoir légué nos problèmes. Non, il faudrait projeter leur avenir en leur donnant un État, en leur léguant un État. L'État a pour soubassement la constitution. Alors, lorsque nous avons une constitution qui a des problèmes, il faut commencer par résoudre ce problème aujourd'hui, de manière à ce que nous ayons un pays plus stable demain qu'on l'a aujourd'hui. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme constitutionnelle qui n'est pas taillée sur mesure, qui n'est pas un intérêt pour un individu. Tshisekedi va passer. C'est vrai, aujourd'hui, il nous a mis dans un Congo que nous avons cherché hier. Il est en train de bon augure d'assurer que le Congo demain sera beaucoup meilleur qu'on l'a rêvé. Mais encore faut-il se souvenir que, en dépit du temps qu'il pourra mettre, il partira. Mais le plus important, c'est qu'il doit léguer à notre postérité ces serments de liberté tant clamés. Cédric Moudiantou, on en parle maintenant puisque c'est une brèche déjà ouverte. Révision au changement de la Constitution. Qu'est-ce qui change? Puisqu'à l'époque, Kabila clamait, les kabylistes ont clamé la question. L'opposition était contre. Aujourd'hui, cette même opposition est au pouvoir, clame la même question. Qu'est-ce qui change dans les deux démarches qui semblent être communes pour les deux plateformes différentes? L'intention. D'abord, l'intention, c'est ce qui nous diverge. Kabila est celui qui est à la base de la rédaction et de la promulgation de cette constitution. Déjà, 6 ans seulement après, si pas 5, il a commencé à remarquer les erreurs qu'il aurait pu remarquer avant. D'ailleurs, lorsque Kabila a procédé à la première réforme constitutionnelle en 2010, c'était de manière cavalière puisqu'on n'en a pas débattu comme on le fait aujourd'hui. Kabila a voulu se servir des faiblesses que lui-même a entretenues dans cette constitution lors de sa rédaction comme un prétexte pour demeurer au pouvoir. Mais d'ailleurs, pourquoi on allait accepter qu'il demeure au pouvoir déjà que le temps qu'on lui avait donné, le temps maximum qu'il avait, il n'en a rien fait. Tu sais, j'avais un professeur à l'université, comment il corrigeait ses examens? Lorsqu'il voit un élève qui sur 10 questions n'a répondu qu'à 3 et que toutes les 3 questions étaient bonnes, il peut se dire que cet enfant avait des bonnes réponses, mais le temps matériel ne lui a pas permis de finir le tout. Mais c'est lui qui sur 10 questions a répondu à 7, toutes les 7 est mauvaise, même si on lui accorde 4 jours dans la salle de l'examen, il n'aura jamais de bonnes réponses. À Kabila, on allait ajouter 1 minute pour faire quoi qu'il n'a pas pu faire en 18 ans qu'il était au pouvoir. Il y avait nécessité de lui barrer la route, puisque l'intention pour lui était de demeurer au pouvoir, encore que c'était une constitution qu'il a mise en place au regard des intérêts des autres. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir constatant, n'oublions pas que lorsque nous allions en 2005, je ne sais pas si tu étais encore majeur, clairement tu étais mineur, peut-être aussi à l'école maternelle, je ne sais pas moi, primaire, lorsque nous allions à l'époque en 2005, l'UDPS n'avait pas adoubé cette démarche par le fait que la Constitution n'a connu aucune sensibilisation pour obtenir l'adhésion populaire. D'ailleurs, dans certains coins, on a dit « je veux la paix, je vote oui ». Là où on impose « je veux la paix », on vote oui. C'est là où on viole les enfants de 2 ans. Donc c'était une coercition. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est que nous avions dit lorsque l'UDPS sera au pouvoir, cette constitution sera changée. Ne pas la changer aujourd'hui, c'est manquer la promesse faite. Nous avions promis que lorsque nous serons là, nous allons corriger. Mais ne pas le faire aujourd'hui, serait ne pas respecter cette promesse-là. Cédric Moudiantou, on y va tout doucement. Vous aviez évoqué, lorsque nous parlions de l'union sacrée, que les pouvoirs, les casiques, le tête de l'union sacrée n'ont pas donné du pouvoir au président de la République, c'est le peuple qui lui a donné ses pouvoirs. Quant à la brèche de la Constitution, comment arriverez-vous à interroger ce peuple? Parce que je pense que la question devrait revenir au peuple. Est-ce que ce peuple est prêt à vouloir changer ou réviser cette Constitution? Quelle procédure? Très bonne question, une question intelligible, madame. Il y en a, cette infime minorité qu'on appelle opposition, qui pense qu'on ne peut pas réformer la Constitution dans les deux sens, aussi bien dans le sens de la révision que dans le sens du changement. Il y en a qui pensent que la réforme constitutionnelle est essentielle et elle est d'ailleurs indispensable. Le débat est lancé. Maintenant, pour départager la population, il faut aller au référendum. Effectivement, c'est le seul moyen de départager la population. Si le oui l'emporte, ça veut dire que le peuple a souscrit. Si le non l'emporte, ça veut dire que l'opposition a gagné. Alors pourquoi on a peur d'y aller? D'ailleurs, aujourd'hui, je vais préciser une chose. Qui a peur d'y aller? C'est ceux qui ont peur. Nous avons comme l'impression que la clameur publique se fait plutôt effacer. Nous avons face à des discours politiciens autour de la question « oublions le souverain primaire ». Non, on ne peut pas oublier les souverains primaires du moment que toute réforme constitutionnelle, au regard de ce qui est prévu par la Constitution,
ne va pas exclure. D'ailleurs, le modèle démocratique, c'est aujourd'hui imprimé par l'Union sacrée qui associe la population à cette question. La population ne peut pas être mise à l'écart dans une question qui conditionne son avenir. Madame, pour être clair, je vais dire une chose. L'opposition, nous avons suivi le grand opposant Martin Fayoulou. Le grand, bien sûr, par le fait de l'ancrage parmi les autres, mais nous considérons aujourd'hui comme un petit aussi déjà qu'il commence à faire des meetings sur un parking. Alors, moi je dis ceci. Ils nous ont dit que la réforme n'est pas possible dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre, on ne peut pas procéder à une réforme constitutionnelle. La réforme peut déboucher à un référendum. Ce n'est pas possible de le faire. Autant ce n'est pas possible de le faire, autant ça ne sera pas possible d'organiser des élections. D'ailleurs, si nous nous référons qu'à la Constitution, c'est plus simple. Moi, je voudrais qu'on fasse clair. La Constitution, paraît-il, qu'elle a des restrictions par rapport à la révision constitutionnelle au regard notamment de l'occupation de certaines zones. Si tel est le cas dans l'appréhension de l'opposition, alors qu'on peut bien le faire à deux degrés, ou bien de deux manières, les zones occupées feraient après, les zones non occupées le font, parce que les résultats des zones occupées ne viendront absolument pas influencer les résultats des zones non occupées. Mais puisque cela semble compliquer l'opposition, disons que la Constitution a mis des restrictions par rapport à sa réforme, notamment la révision. Je sais aussi que ce qui n'est pas interdit est d'office autorisé, puisque même en matière infractionnelle, l'infraction c'est la violation bien entendu de la loi. Comme la loi n'a rien dit en ce qui concerne le changement de la Constitution, arrêtons ce débat. Comme il pense que la révision a des restrictions par rapport à la Constitution et que le changement, quant à lui, est autorisé par la Constitution par le fait de n'avoir pas été interdite, faisons le changement de la Constitution. C'est plus simple. Bon, je pense que le message est quand même compris derrière les motivations, l'intention et tout. Nous avons compris. Bon, on va quand même ouvrir une autre brèche. Je ferme celle-ci. Par rapport à la thématique, vous avez présenté pour vous, si Kabouya était à la tête de l'Union sacrée, nous n'aurons pas, en tout cas, ces désordres et tout. Puisque le sort est jeté, que faire face à la situation? Vous proposez la démarche que Mbata tombe, Kabouya prenne la place? Qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est clair. Kabouya tombe, c'est tard. Mbata tombe, c'est tard. Le président de la République ne doit qu'avoir une majorité. Pour le cas d'espèce, ça s'appelle Union sacrée. On doit continuer comme ça. Alors, pour éviter encore ce genre de cas dans l'avenir, au regard du fait que tout président doit avoir une majorité, il faut changer la Constitution pour que cet article-là ne disparaisse. Non, c'est pas vrai. Vous dites que le manœuvre, tout ce qui s'écharme autour... Mais cette crise-là trouve sa racine dans la Constitution, bien sûr. C'est pas vrai. Mais pourquoi l'existence de l'Union sacrée aujourd'hui? Pourquoi l'Union sacrée existe? Ça existe puisque ça doit porter un président qui ne peut diriger sans majorité. Mais s'il peut diriger sans majorité, ça ne peut être que le fait de la Constitution. Dans ces cas-là... Les désordres au sein de l'Union sacrée a pour racine la Constitution. Le problème entre Mbata et Kabouya. Je dis ceci, ça ne sera pas pour résoudre le problème entre Mbata et Kabouya. Mais pour éviter de revivre encore ce genre de scénarios par le fait d'existence des regroupements politiques prétendant porter le président de la République. Si le président de la République serait élu et qu'il serait dans un régime bien entendu présidentiel, responsable de ses actes, ne se référant pas à la classe politique, notamment à une majorité, on n'aurait pas tout ceci. Mais puisque l'on parle du présent, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre on ne saura pas résoudre ça. Moi, je n'aime pas parler du présent en tant que père des familles que je suis. Certaines crises se résolvent en projetant l'avenir. Et pour le cas d'espèce, puisque cette crise-là va s'éteindre, mais qu'elle peut se rallumer à tout moment, ça sera pour vous, pour qui que ce soit, et bien le président pourra aussi connaître le même problème. On n'a pas besoin d'un pays qui connaît des crises à récurrence. Le plus important, puisque nous venons de constater ça, il faudrait qu'on mette fin à ça, en supprimant cette disposition constitutionnelle de manière à ce qu'un président soit élu et qu'il soit maître de ses actes, qu'il prenne des décisions ne se référant qu'à lui-même. Motion de défiance contre Jacques Chabani, portée par un membre de l'Union sacrée. La démarche a aussi pour cause la Constitution, on veut comprendre. Non. Puisque en interne, nous avons comme l'impression que tout ce qui se passe à l'Union sacrée, en tout cas, tire sa racine est lié à la Constitution. On doit se rabattre sur la Constitution pour en arriver à des solutions aussi concrètes. Madame, vous n'allez quand même pas remettre en question le fait que notre Constitution pose beaucoup de problèmes dans la fonctionnalité de nos institutions. C'est factuel. Ma fille de 6 ans le sait. Alors si vous l'ignorez, moi je suis étonné. Donc, lorsque nous accusons la Constitution au regard de sa responsabilité dans certaines crises,
il n'y a que les aveugles que vous n'êtes pas qui ne savent pas voir ça. Alors, pour ce qui est de la motion, un député national, c'est quoi son rôle? La légifération, notamment le contrôle parlementaire et j'en passe. Lorsqu'un député, pour une raison ou pour une autre, constate que dans un secteur il y a un problème et que c'est de bonne foi, au regard de sa mission, qu'il met en place la procédure d'une motion qui lui est reconnue comme droit, je ne vois aucun problème à moins que ceci soit une motion alimentaire. Cependant, avec vous, nous constatons qu'il y a quand même beaucoup de problèmes en ce qui concerne la sécurité du pays, sur le plan de la sécurisation des citoyens. Je prends un cas d'espèce. On a déployé plus de policiers pour le contrôle des véhicules que pour la sécurisation des citoyens. Ça, c'est un problème. Nous les trouvons tous dans la rue. En termes d'effectifs, plus de policiers sont affectés dans la sécurité des officiels que plutôt pour s'occuper de la sécurité des citoyens. C'est un autre problème. Et c'est qui celui qui peut répondre à ces problèmes, la compétence étant d'attribution? Ce n'est que celui qui est commis à la gestion de ces secteurs. Je ne vois aucun problème à cela. Pourquoi on a comme l'impression en charge de l'intérieur et sécurité sécurité bloque les débats autour de cette motion de défiance? Parce que c'est la troisième fois que... je ne voudrais pas ici répondre à des questions, vous prêter intention à des accusations fallacieuses. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'Union sacrée bloquerait la machine par rapport à la motion? Puisque je vous assure, rien n'est dit que la motion passe, le ministre, le VPM Jacquemain Chabani va tomber. Non, la motion n'a pas pour but de les faire tomber, mais de les faire, de l'écouter, de l'entendre par rapport à ces questions qui effectivement devient une préoccupation pour tout le monde. Elle est une préoccupation pour moi, pour vous, que pour les députés qui a émis cette motion. Mais la seule personne ici habilitée à répondre à cette question, c'est bien le VPM de l'intérieur. On ne voit pas derrière ça un acharnement. C'est son d'ailleurs de voir derrière ça un acharnement. La plus importante des choses ici, c'est qu'ils viennent répondre, qu'ils clarifient. Et peut-être en clarifiant, on va comprendre qu'il y a certaines difficultés qu'il est en train de connaître qui nécessiteraient la mobilisation aussi bien de la population que du gouvernement. Mais lorsque derrière ça, vous voyez l'union sacrée, on commence à voir l'union sacrée dans tout. Voilà pourquoi je dis, à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, on se réfère à la famille politique porteur des acteurs. Or, normalement, l'on devrait plutôt se référer à celui qui a nommé. Parce que celui qui a nommé doit être celui qui doit rendre compte des actes qu'il a pris durant son mandat. Voilà. La raison, une fois de plus, d'échanger la Constitution. Cédric, comme on dit en tous les jours, qu'au changement de la Constitution. Bon, il y aura beaucoup à dire. Le temps, j'ai vraiment volé quelques minutes pour tout le Bela Congo. Dernière question. Les constructions anarchiques autour du stade de Martyrs, la mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous sommes insalubrité. Aujourd'hui, le stade de Martyrs reste notre patrimoine. Mais malheureusement, nous faisons face à un miroir d'une gouvernance fragmentée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous honore? La question est très mal posée. Dans les pays normaux, dans les pays des gens sérieux, lorsque nous passons sur des plateaux comme ça, l'on nous jetterait des fleurs. Il est un des membres de gestion du comité du Stade des Martyrs. Félicitations. Dadou Etambe, félicitations. Joël Kolobi, félicitations. Anderson Likoutou, félicitations. Tout le monde. Mais pourquoi doit-on vous féliciter? On doit vous féliciter. On doit nous féliciter puisque dans les moments de graves difficultés, dans la difficulté la plus noire dans laquelle nous nous trouvons, nous avons assuré que le Stade des Martyrs puisse accueillir tous les matchs internationaux, notamment de la FIFA, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tenez, lorsque l'actuel comité de gestion prend les affaires au Stade des Martyrs, 3 semaines après, la plus grande ressource du Stade des Martyrs, notamment les activités socioculturelles, ont été suspendues jusqu'aujourd'hui. Le Stade des Martyrs, n'oubliez pas qu'il est financièrement autonome. Le Stade des Martyrs n'a pas de subventions. Le Stade des Martyrs n'a pas de lignes budgétaires. Le Stade des Martyrs n'a pas des moyens venant de l'État pour son fonctionnement. Le Stade des Martyrs compte 217 agents qui ne dépendent que du Stade des Martyrs. Et le Stade des Martyrs n'a pas aujourd'hui la plus grande ressource qui se trouve être les activités socioculturelles. Le Stade des Martyrs dépend de la coupole publicitaire qui effectivement aujourd'hui ne répond peut-être qu'à payer la motivation en termes de primes des agents mensuellement. Nous avons écrit des correspondances pour demander aux autorités de lever cette mesure puisque le Stade est asphyxié financièrement et ne saura pas prendre la charge, la lourde charge quotidienne d'assurer la maintenance. Cependant, avec le peu de moyens que nous avons, peut-être que c'est par mauvaise foi que tout ceci s'est fait, nous avons vu des vidéos circuler les réseaux sociaux. Vous justifiez je ne justifie pas.
Nous voulons Je comprendre. parle fait, tu es journaliste et tu peux pas. Pour évacuer pour évacuer. Vous avez dit que vous avez tout fait pour que les stades accueillent tous les matchs des RDC. Et pour qu'un stade accueille un match, pour qu'un stade accueille un match, ce n'est pas un Congolais qui vient accepter, qui vient admettre après inspection. Ça, La FIFA envoie ses inspecteurs qui viennent voir le respect au regard des critériums. C'est la procédure Mais normale. lorsque la FIFA accepte qu'il y ait match international, vous êtes qui pour remettre en question la décision de la FIFA qui prend notamment en compte la salubrité? Nous parlons d'abord des constructions. Moi, je suis les anarchiques autour du stade, tout ce qui est à la salubrité là. Est-ce que je vais me soulager aussi dans les installations? Je sais ce que je vois là-bas. Certaines activités Je socioculturelles. sais ce que je vois aussi en fonction. Je prends qui avant? C'est la même question. Spontanément. Prenez-en comme ça. Commencez avec la vôtre. Je vous dis ceci. Ouais. Puisque vous parlez à la reprise, vous demandez une reprise des activités socioculturelles, est-ce que pour qu'il y ait d'abord sa liberté, qu'on arrive d'abord à dégager tout ce qu'il y a autour du stade, pour que l'on arrive à vouloir avoir une vue aussi bonne panoramiquement du stade, parce qu'il y a des constructions anarchiques autour. Il faudrait seulement qu'il arrive d'abord à vouloir avoir reprise pour que le stade encaisse certaines sommes pour arriver à vouloir décompter la situation. Madame, vous êtes dans la confusion puisque vous voulez rester sur votre plateau, poser des questions sur base de ce que vous imaginez. Non, nous sommes Je sur le réponds à terrain. votre question. Je réponds à votre question. Il y a un reportage que je fais là. On va balancer. Valdi, il faut charger ce reportage. Je dis ceci. Vous êtes dans l'imaginaire. Du vendredi. Vous êtes dans l'imaginaire. Vous êtes en face de la source officielle. N'est-ce pas? Je vous mets à défi. Le stade des Martyrs est là, c'est vrai, fermé pour des travaux de rénovation. Bien sûr. Mais vous n'allez quand même pas ici me poser la question sur les moyens d'évacuer quoi, puisque nous évacuons chaque jour. Nous évacuons chaque jour. Je vous ai mis à défi ici. Le stade des Martyrs, c'est un stade ouvert. N'est-ce pas? Il y a des sportifs qui viennent travailler, qui viennent s'entraîner, mais nous avons une équipe qui s'assure qu'après chaque entraînement, qu'après je ne sais pas quoi, que le stade soit maintenu propre, chose qui est faite chaque jour. J'ai dit c'est la raison pour laquelle il a accueilli des matchs internationaux. N'en déplaise aux détracteurs, puisqu'il y a eu un grand travail qui a été fait pour saper aussi bien l'honneur du ministre que des gestionnaires. Mais nous avons répondu par les faits. Oh là là. Nous n'avons rien à corrompre la FIFA. Mais la FIFA est descendue, elle a accepté que ce stade-là puisse accueillir ces matchs-là. Vous parlez les constructions anarchiques. Non, les constructions, non, faites la part des choses puisque la compétence est d'attribution. La part des choses, c'est que les constructions anarchiques autour, nous sommes gestionnaires du stade des Martyrs. Nous gérons tout ce qu'il y a dans l'enclos. L'infrastructure qui accueille le sport, le football et tout ça, nous ne gérons pas ce qu'il y a à l'extérieur. Vous ne gérez non plus. Je pense qu'en tant que journaliste, les familles qui se sont... La Belle Étoile, c'est où? Mais nous parlons du stade de Martyrs. Mais est-ce qu'au stade de Martyrs, vous avez vu qu'il y a la Belle Étoile où dorment les gens là-bas? Lorsqu'il y a des Congolais autour qui avaient érigé des maisons de manière anarchique et que l'État, et d'ailleurs de sa responsabilité, est en train de faire en sorte que ces maisons-là soient cassées, et ainsi de suite, ce n'est pas de la responsabilité du stade des Martyrs. Je ne peux pas répondre à ce que devrait être la question du gouverneur, par exemple. Moi, je réponds à tout ce qui touche le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs s'assure chaque jour qu'il puisse garder sa propriété, évidemment, et au regard des travaux en cours, qu'après ces travaux, que le stade puisse avoir une homologation définitive. Donc nous comprenons que la responsabilité reste partagée. Il y a la gestion du stade en interne, mais pour l'externe, nous devons recourir à l'exécutif provincial. J'aimerais prochainement que vous soyez ainsi exigeant envers les dirigeants du stade des Martyrs, que si aujourd'hui vous commencez par dire, reconnaissant d'abord que le stade a un problème de financement, commencez par hausser la voix, demandant aux autorités d'élever cette mesure. Nous serons responsables. Par exemple, vous nous traiterez de tout ce que vous voudrez si vous disiez que vous avez tous les moyens nécessaires, mais vous n'avez rien fait. Cependant, les moyens font défaut. Ce comité-là a trouvé les agents avec des arriérés, alors que les prédécesseurs de ce comité n'avaient jamais connu cette crise. Il y a eu 7 mois d'impayés avant nous. Nous, aujourd'hui, nous gérons ce comité-là. Allez poser la question aux agents. Donc, pour certains, bon, il est vrai que c'est encore un politique, mais il est à la gestion du stade de Martyrs. Voilà pourquoi nous avons ouvert cette brèche concernant la gestion. Tu as une question? Bon, puisqu'on a déjà largement dépassé les temps, je n'ai plus de questions, mais je souhaiterais qu'on reçoive de nouveau monsieur Dion, j'ai pas maîtrisé les noms, les gestionnaires du stade des Martyrs. Voilà, Cédric Moudiantou, qu'on puisse vous recevoir même au sein du stade des Martyrs pour vous montrer ce que nous on a vu. Parce que moi, j'assiste à des matchs de les derniers grands matchs de la RDC au mois de septembre. On va faire l'émission
même dans la toilette, si tu voudras, du stade des Martyrs. Même dans la toilette du stade des Martyrs, on fera l'émission comme tu veux. D'accord. Merci. Et tu me C'est donneras une des- invitation. D'accord. Nous allons y revenir sur Voilà. terrain. Faute de temps, j'ai une image. Nous étions là vendredi. J'ai une image que j'ai balancée au journal. Je sais de quoi je parle. Eh bien, c'était le 120. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Je suis arrivé en retard à cause des embouteillages. Prochainement, on s'arrangera à être... Cauchemar. ouais, ouais. Une vie Mardesque, cauchemardesque. peut-être Ah avec là des là là travaux là. qui se font. ainsi de suite. Kinshasa et ses défis. Eh bien, nous devons laisser la place à Yves Luamba pour Tolobela Congo. Nous avons quand même bouffé ces précieuses minutes. Bon, ça va aller.